Bonjour. Imaginez vivre une vie de couple parfaite, jusqu'à ce que vous découvriez que tout n'était qu'un mensonge. Au départ, cela ressemblait à une simple infidélité, mais ce que j'ai trouvé allait bien au-delà. Entre des rencontres secrètes, des menaces et des révélations choquantes, ma femme était mêlée à quelque chose de bien plus sombre. Comment réagir quand les mensonges deviennent dangereux? Regardez cette histoire incroyable jusqu'à la fin, la vérité va vous surprendre. Hurlant de peur. Tout a commencé avec une simple notification. Un message sur son téléphone, qui a brièvement illuminé l'écran alors que nous étions assis sur le canapé. Je ne suis pas le genre d'homme à fouiller dans le portable de ma femme. Mais ce soir-là, la façon dont elle s'est précipitée pour prendre son téléphone, avec son visage qui a viré au rouge, m'a fait tiquer. Qui c'est, ai-je demandé, en essayant de garder un ton détendu. Personne, juste une collègue, a répondu Élodie, trop vite. Je voulais la croire. Après tout, cela faisait plus de 10 ans que nous étions mariés. Nous avions une maison à Clermont-sur-Marne, un fils de 8 ans, et une vie bien rodée. Mais ce petit moment étrange a planté une graine dans mon esprit. Et au cours des jours suivants, j'ai commencé à remarquer d'autres choses. Tout a semblé changer à partir de là. Élodie, qui travaillait dans une agence immobilière, est devenue soudainement obsédée par son apparence. Elle sortait plus tôt le matin, rentrait plus tard le soir, et passait des heures à se préparer. Un soir, alors qu'elle sortait de la salle de bain dans une robe qu'elle n'avait pas portée depuis des années, je lui ai lancé un sourire taquin. Alors, c'est pour une réunion, ce look? Elle a ri, mais son rire sonnait faux. Oui, une réunion importante. Cela n'avait aucun sens. Je savais qu'Élodie était ambitieuse, mais ce niveau de transformation était nouveau. Quelque chose n'allait pas. Quelques jours plus tard, je suis tombé sur une occasion d'éclaircir mes doutes. Elle avait laissé son téléphone sur la table de la cuisine pendant qu'elle prenait sa douche. Mon cœur battait la chamade, mais ma curiosité était trop forte. Quand j'ai ouvert ses messages, je suis tombé sur un fil de discussion avec un certain Marc. Hier soir était magique. Je pense à toi sans arrêt. À demain au bureau. C'était comme si le sol s'effondrait sous mes pieds. Marc était son patron. Je me suis assis à la table, le téléphone toujours dans ma main, incapable de respirer. J'ai relu les messages, espérant trouver une preuve que j'avais mal compris. Mais tout était clair. Marc et Élodie avaient une liaison. Elle est descendue quelques minutes plus tard, sa serviette dans les cheveux, insouciante. « Qu'est-ce que tu fais avec mon téléphone ?» Je me suis levé d'un bond, le visage en feu. « Qui est Marc ?» Elle s'est figée. Puis, son visage a pâli, et elle a attrapé le téléphone. « Mathieu, je peux tout expliquer. »« Je t'écoute » ai-je répondu, les bras croisés, mon ton plus calme que je ne l'aurais cru. Elle a hésité, cherchant ses mots. « C'est compliqué. Ce n'est pas ce que tu crois. »« Alors explique, ai-je dit, chaque muscle de mon corps tendu. » Elle a laissé échapper un soupir et s'est assise. Cela a commencé il y a quelques mois. Je ne sais pas pourquoi. Je me sentais perdu. Ce n'est rien de sérieux, vraiment. Je t'aime, toi. Je l'ai regardée, essayant de comprendre comment elle pouvait dire cela alors que les preuves étaient là, dans sa main. Rien de sérieux? Élodie, tu as menti, tu as trahi, et tu veux que je croie que ce n'est rien. Ses yeux se sont remplis de larmes. Je sais que j'ai tout gâché. Mais je veux arranger les choses, je veux te prouver que cela ne signifie rien. Je voulais crier, tout casser. Mais au lieu de cela, j'ai juste hoché la tête. Très bien. Prouve-le. Elle m'a promis qu'elle couperait tout contact avec Marc. Mais une part de moi ne pouvait pas s'empêcher de douter. Si elle avait menti une fois, qu'est-ce qui l'empêchait de recommencer? Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Mon esprit tournait en boucle, rejouant chaque moment des derniers mois sous un nouvel éclairage. Je ne pouvais pas laisser cela passer. Le lendemain, pendant qu'Élodie était au travail, j'ai pris une décision. Si elle ne voulait pas tout me dire, je découvrirais la vérité moi-même. Le lendemain matin, la colère n'était pas retombée. Pendant qu'Élodie partait pour le travail, habillée dans une tenue impeccable et parfumée comme pour un gala, je savais que je ne pouvais plus me contenter de ses excuses. J'ai décidé de m'attaquer au problème de front. Il fallait que je découvre ce qu'elle cachait encore. Après tout, un mensonge en dissimule souvent d'autres. J'ai appelé mon meilleur ami,
Julien, celui à qui je pouvais tout dire. Il faut que tu viennes, c'est urgent. 1 heure plus tard, Julien était là, une tasse de café à la main et son éternel air sarcastique sur le visage. Alors, qu'est-ce qui te fait grincer des dents ce matin? Je lui ai tout raconté, le téléphone, les messages, Marc. À mesure que je parlais, son expression passait de la moquerie à la gravité. C'est une sacrée histoire, mon pote, a-t-il dit en croisant les bras. Et tu comptes faire quoi? Je veux des réponses, ai-je répondu. Mais je ne sais pas par où commencer. Julien a souri, un sourire qui me mettait toujours un peu mal à l'aise. Facile. Tu la suis. Je l'ai regardé comme s'il était fou. Sérieusement? Écoute, si elle ment, tu le sauras. Et si elle dit la vérité, tu pourras enfin dormir tranquille. Mais tant que tu ne sais pas, tu vas te torturer. J'ai résisté à l'idée au début, mais Julien avait raison. Je ne pouvais pas continuer à vivre dans le doute. Ce soir-là, quand Élodie m'a dit qu'elle avait une réunion tardive avec des clients, j'ai décidé de passer à l'action. J'ai attendu qu'elle parte, puis j'ai pris ma voiture et je l'ai suivie, en gardant mes distances. Elle a quitté la ville et s'est dirigée vers une zone industrielle à la périphérie. Mon cœur battait à tout rompre alors que je la voyais garer sa voiture devant un bâtiment discret. Elle est sortie, jetant un coup d'œil nerveux autour d'elle avant d'entrer. Quelques minutes plus tard, une autre voiture est arrivée. Une berline noire. Et devinez qui est sorti? Marc. Je n'arrivais pas à y croire. Mes mains tremblaient alors que je regardais leur petite scène. Ils ne semblaient pas se douter une seconde qu'ils étaient observés. Mais il y avait quelque chose d'étrange. Marc n'était pas seul. Un autre homme est descendu de la voiture. Grand, costaud, avec une allure qui ne laissait aucun doute, ce n'était pas un employé de bureau. Ils sont entrés tous les trois dans le bâtiment, et je me suis approché pour regarder par une fenêtre. À l'intérieur, il y avait une sorte de réunion. Des dossiers étaient posés sur une table, et Élodie semblait nerveuse. Je ne pouvais pas entendre ce qu'il disait, mais le ton était tendu. Marc parlait vite, gesticulait, et l'autre homme restait impassible, comme s'il évaluait chaque mot. Après environ une demi-heure, Élodie s'est levée et a quitté la pièce, l'air bouleversé. Je me suis éloigné rapidement pour ne pas me faire repérer, mon esprit en ébullition. Ce n'était clairement pas une simple affaire. Mais alors, qu'est-ce que c'était? Quand elle est rentrée à la maison ce soir-là, j'ai essayé de jouer la carte du calme. Alors, cette réunion, ai-je demandé en feignant l'indifférence. Elle a haussé les épaules. Longue et ennuyeuse. Rien d'intéressant. Mensonge. Le lendemain, je suis retourné voir Julien. Cette fois, il avait l'air aussi inquiet que moi. Tu sais ce que ça veut dire, a-t-il demandé. Pas encore, ai-je admis. Mais je vais le découvrir. Julien a hoché la tête. Je connais un gars. Un détective privé. Si quelqu'un peut fouiller dans les affaires de Marc, c'est lui. Et c'est ainsi que j'ai rencontré Alain, un ancien gendarme reconverti en détective. Il était direct, un peu bourru, mais efficace. Je lui ai donné toutes les informations que j'avais, et il a promis de me donner des réponses dans les prochains jours. 3 jours plus tard, Alain m'a appelé. Tu avais raison de te méfier, Mathieu. Marc n'est pas un simple patron. J'ai avalé difficilement. Qu'est-ce que tu veux dire? Il est impliqué dans des trucs louches. Blanchiment d'argent, fraude, et bien pire. Et ce type avec lui, l'autre soir? C'est Victor Lemoine. Il est connu pour nettoyer les problèmes, par tous les moyens nécessaires. Un frisson glacé a parcouru mon dos. Tu veux dire qu'Élodie est en danger? Alain a hésité. Si elle est impliquée avec eux, oui. Mais il y a plus. Je vais continuer à creuser, mais fais attention. Ces gens-là ne plaisantent pas. Quand j'ai raccroché, je sentais que tout mon monde s'écroulait. Ce n'était plus seulement une question de trahison. C'était une question de survie. Après l'appel d'Alain, ma vision du problème a changé. Ce n'était plus simplement une affaire de cœur brisé ou de confiance trahie. Ma femme était mêlée à quelque chose de bien plus sombre, et j'étais à la fois furieux et terrifié. Ce soir-là, je n'ai pas attendu qu'Élodie rentre. Je l'ai appelée, lui demandant de me rejoindre dans un café au centre-ville. Je savais qu'elle se sentirait moins attaquée dans un lieu public, et franchement, je voulais éviter une scène à la maison.
Quand elle est arrivée, elle avait l'air nerveuse, comme si elle savait que quelque chose n'allait pas. « Mathieu, qu'est-ce qui se passe » a-t-elle demandé en s'asseyant. « Je suis allé droit au but. Je sais pour Marc. Je sais aussi pour Victor Lemoine. Maintenant, tu as deux choix, soit tu me dis tout, soit je vais directement à la police. » Son visage s'est figé. Elle a ouvert la bouche pour parler, mais aucun son n'est sorti. « Élodie, ai-je insisté, ma voix basse mais ferme. Tu dois me dire ce qui se passe. Je ne peux pas t'aider si tu continues à mentir. » Elle a baissé les yeux, ses mains tremblant légèrement autour de sa tasse de café. Finalement, elle a pris une profonde inspiration. « D'accord, je vais te dire la vérité, » a-t-elle murmuré. Elle m'a raconté tout ce qu'elle n'avait pas eu le courage d'admettre avant. Cela avait commencé par une simple liaison avec Marc. Mais très vite, il avait commencé à lui demander des petits services. Au début, cela semblait innocent, signer des documents, organiser des rendez-vous en dehors du bureau. Puis, un jour, Marc l'avait présenté à Victor. Il a dit que Victor était un partenaire important, a-t-elle expliqué, sa voix à peine audible. Mais ce n'était pas vrai. Victor n'est pas un partenaire, c'est un homme dangereux. Elle a raconté comment Victor avait commencé à lui faire pression. Il savait qu'elle était impliquée dans les affaires de Marc, et il menaçait de tout révéler si elle ne l'aidait pas. Aider comment, ai-je demandé, luttant pour contrôler ma colère. Elle a serré les poings. Il voulait que je serve d'intermédiaire. Je devais remettre des enveloppes, des dossiers. Je ne savais pas ce qu'il y avait dedans au début. Mais après un certain temps, j'ai compris que c'était de l'argent. Beaucoup d'argent. Et tu as continué ? Elle a éclaté en sanglots. Je n'avais pas le choix. Il a dit qu'il s'en prendrait à toi, à notre fils, s'il refusait. Mon estomac s'est noué. Je voulais lui en vouloir, mais en même temps, je comprenais la peur qu'elle avait ressentie. « Pourquoi tu ne m'as rien dit » ai-je demandé, la voix tremblante. « Parce que je pensais pouvoir gérer seule » a-t-elle répondu. Mais je me suis trompé. Je me suis appuyé contre le dossier de ma chaise, essayant de rassembler mes pensées. Écoute, on va s'en sortir. Mais il faut qu'on soit intelligent. Elle m'a regardé, les larmes roulant sur ses joues. Que veux-tu faire ? Nous allons collecter des preuves, ai-je dit. Si Victor et Marc sont aussi sales que tu le dis, nous devons tout exposer. Je suis retourné voir Alain le lendemain, cette fois avec Élodie. Il n'était pas ravi de la voir, mais il a écouté son histoire en silence. Cela confirme ce que j'ai trouvé, a-t-il dit après qu'elle ait terminé. Mais si vous voulez vraiment les faire tomber, il va falloir plus que des mots. Il faut des preuves tangibles. Et où trouver ça, ai-je demandé. Alain a sorti une carte et a pointé à un endroit près des docks de Rouen. Ici, c'est un entrepôt que Victor utilise. Si quelque chose peut le relier à ses activités illégales, ce sera là-bas. L'idée d'infiltrer un entrepôt appartenant à un criminel notoire me terrifiait, mais c'était notre seule chance. Cette nuit-là, Alain, Élodie, et moi nous sommes rendus au dock. L'entrepôt était immense, entouré de barbelés et de caméras de surveillance. On ne peut pas entrer par l'avant, a murmuré Alain. Mais il y a un accès par les égouts. Ce sera crade, mais c'est discret. Je voulais protester, mais Élodie a déjà commencé à avancer, déterminée. Les égouts étaient un cauchemar. L'odeur, l'obscurité, le bruit de l'eau qui ruisselait, tout me donnait envie de faire demi-tour. Mais à mesure que nous progressions, je me suis concentré sur une seule chose, protéger ma famille. Après ce qui a semblé une éternité, nous avons émergé dans une petite pièce à l'arrière de l'entrepôt. Alain a vérifié la porte, puis nous a fait signe d'avancer. L'intérieur était encore pire que je l'imaginais. Des piles de caisses, des ordinateurs allumés, et surtout, des dossiers partout. Bingo, a murmuré Alain en ouvrant l'une des caisses. À l'intérieur, des liasses de billets. Prenez ce que vous pouvez, ai-je chuchoté à Élodie. Mais juste au moment où nous commencions à fouiller, un bruit sourd a retenti. On a de la compagnie, a dit Alain, le visage sombre. Des pas lourds approchaient. Victor ou ses hommes étaient tout proches. Les pas se rapprochaient, résonnant dans l'entrepôt comme des coups de tonnerre. Mon cœur battait à tout rompre alors qu'Alain se baissait derrière une pile de caisses, nous faisant signe de faire pareil. Élodie se plaqua contre le mur, les yeux écarquillés de peur. Ne faites pas un bruit, murmura Alain,
sa main glissant doucement vers son holster. Deux hommes entrèrent, leurs silhouettes sombres découpées par la lumière des néons. L'un d'eux portait une arme, l'autre un talkie-walkie, écoutant attentivement les craquements des planchers sous nos pieds. « Vous entendez cela » dit le premier. « Probablement les rats » répondit l'autre en haussant les épaules. Mais ils ne partirent pas. Au lieu de cela, ils commencèrent à s'approcher de notre cachette, fouillant les environs. J'échangeai un regard avec Alain, qui me fit signe de rester calme. Soudain, le talkie-walkie grésilla. Une voix rauque s'éleva, vérifiez les ordinateurs. Assurez-vous que tout est sécurisé. Les deux hommes pivotèrent et se dirigèrent vers les bureaux à l'autre bout de l'entrepôt. C'est notre chance, murmura Alain. Nous nous levâmes lentement, prenant soin de ne pas faire de bruit. Alain ouvrit un sac à dos et commença à y fourrer des dossiers et des clés USB. Ça suffit, murmura Élodie, sa voix tremblante. Pas encore, répondit Alain. Ces gars-là gardent toujours leurs atouts les plus importants sous clé. Cherchez un coffre ou une pièce fermée. Nous nous dispersâmes dans l'entrepôt. Chaque seconde semblait s'éterniser. Finalement, derrière une pile de caisses, je trouvai une porte métallique avec un verrou électronique. Ici, chuchotai-je. Alain accourut, sortant une petite trousse à outils de sa poche. En quelques minutes, il avait forcé le verrou. À l'intérieur, la pièce ressemblait à un bureau improvisé, avec un ordinateur, des classeurs, et une mallette posée sur le bureau. Bingo, murmura Alain. Il alluma l'ordinateur pendant qu'Élodie fouillait les tiroirs. Je restai près de la porte, écoutant les bruits dans l'entrepôt. Regardez ça, dit Alain. L'écran affichait une série de transferts bancaires vers des comptes offshore, tous liés à des noms que nous avions déjà vus dans les dossiers. Élodie ouvrit la mallette, révélant des liasses de billets, des faux passeports, et ce qui ressemblait à des photos de personnes en position compromettante. C'est du chantage, murmura-t-elle, horrifiée. On prend tout, dit Alain, transférant les fichiers sur une clé USB. Mais avant que nous puissions bouger, un bruit de pas précipité retentit juste derrière la porte. Planquez-vous, siffla Alain. Nous nous dispersâmes dans la pièce. La porte s'ouvrit brusquement, et un homme entra, une arme à la main. Il nous repéra immédiatement. Et vous? Alain se jeta sur lui avant qu'il ne puisse finir sa phrase. Ils luttèrent violemment, l'arme tombant au sol avec un bruit sourd. Partez, cria Alain. On ne te laisse pas, hurlai-je, mais Élodie m'attrapa par le bras. Il a raison, viens. Nous prîmes la mallette et la clé USB et sortîmes de la pièce en courant. L'entrepôt était désormais en alerte. Une alarme stridente se mit à retentir, et des hommes armés commencèrent à converger vers nous. Par ici, cria Élodie, me tirant vers une sortie latérale. Nous courûmes à travers les rangées de caisses, des balles sifflant autour de nous. Je trébuchai, mais Élodie m'aida à me relever, et nous atteignîmes enfin la porte. Dehors, l'air frais me frappa comme une bouffée d'adrénaline. Nous nous précipitâmes vers la voiture, garée dans une ruelle sombre. Alain. Murmurai-je, le regard rivé sur la porte de l'entrepôt. Il savait ce qu'il faisait, dit Élodie, ses yeux brillants de larmes. Je n'avais pas le temps de discuter. Nous montâmes dans la voiture et démarrés en trombe, les pneus crissant sur l'asphalte. De retour à notre cachette, le silence était lourd. Élodie s'assit sur le canapé, serrant la mallette contre elle comme un bouclier. « Tu penses qu'Alain s'en est sorti ?» demanda-t-elle, sa voix brisée. Je voulais lui mentir, lui dire qu'il était sûrement en sécurité. Mais je savais qu'Alain avait probablement sacrifié sa liberté pour nous donner une chance de fuir. « Je ne sais pas » dis-je finalement. Nous ouvrîmes la mallette et commençâmes à examiner son contenu. Les photos, les documents, et les fichiers sur la clé USB étaient accablants. Victor Lemoine ne pourrait pas se tirer de ça si nous parvenions à tout remettre à la police ou à la presse. Mais nous savions aussi que cela ferait de nous des cibles. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant » demanda Élodie. Je pris une profonde inspiration. On trouve un journaliste. Quelqu'un qui peut faire éclater tout ça au grand jour. Mais dans le fond de mon esprit, une autre question me hantait, combien de temps nous restait-il avant que Victor ne nous retrouve ? Le lendemain matin, je contactai un journaliste que Julien m'avait recommandé. Antoine Duret, un reporter indépendant connu pour ses enquêtes musclées. Le genre de gars qui n'avait pas peur de secouer les puissants, peu importe les conséquences. Nous organisâmes une rencontre dans un petit café discret à la périphérie de Rouen.
Élodie hésitait à venir, mais je savais qu'elle devait être là. Ses connaissances sur Victor et Marc seraient cruciales pour convaincre Antoine de prendre le risque. Quand nous arrivâmes, Antoine était déjà là, une tasse de café devant lui et un carnet ouvert sur la table. Il était d'âge moyen, avec une barbe mal taillée et des yeux perçants qui semblaient tout voir. « Vous êtes Mathieu, je présume » dit-il en se levant pour serrer ma main. « Et voici ma femme, Élodie » ajoutai-je. Antoine hocha la tête, mais je pouvais voir qu'il analysait déjà tout, nos expressions, notre nervosité. « Alors, expliquez-moi pourquoi je devrais risquer ma carrière pour vous, dit-il en s'asseyant. Je sortis la mallette et la clé USB, les posant sur la table entre nous. Parce que ce que nous avons ici peut faire tomber l'un des réseaux criminels les plus dangereux de la région. Antoine haussa un sourcil, mais il ouvrit la mallette et commença à examiner son contenu. Élodie, visiblement tendue, se mit à parler. Marc, mon patron, et Victor Lemoine utilisent cette ville comme base pour leurs opérations. Blanchiment d'argent, chantage, corruption. Ils contrôlent tout, et personne n'ose s'y opposer. Antoine écoutait attentivement, feuilletant les documents et consultant les fichiers sur un ordinateur portable qu'il avait apporté. Après quelques minutes, il posa son stylo et croisa les bras. « C'est du lourd, dit-il. Mais ce genre d'histoire, cela ne suffit pas d'avoir des preuves. Il faut aussi protéger ses arrières. Victor n'est pas du genre à rester les bras croisés pendant que vous ruinez sa vie. » Nous savons, répondis-je. Mais si cela sort publiquement, il sera trop occupé à éteindre l'incendie pour venir après nous. Antoine sembla réfléchir un moment, puis il hocha la tête. Très bien. Mais je vais avoir besoin de tout. Vos témoignages, chaque détail que vous pouvez me donner. Si je fais cela, je le fais à fond. Nous passâmes les 2 heures suivantes à tout lui raconter. Chaque rendez-vous secret, chaque document trouvé, chaque menace que Victor avait proférée. Antoine prenait des notes frénétiquement, son expression devenant de plus en plus grave à mesure que l'ampleur de l'affaire se dévoilait. « Cela pourrait être l'histoire de ma carrière, dit-il enfin. Mais cela pourrait aussi me coûter la vie. » Je ne savais pas quoi dire. Je voulais croire que faire éclater la vérité suffirait, mais une part de moi savait que nous n'en sortirions pas indemnes. Cette nuit-là, je m'assis seul dans le salon, incapable de dormir. Élodie était dans la chambre, épuisée par les événements de la journée. Je repensais à tout ce qui nous avait menés ici. Si seulement j'avais agi plus tôt, peut-être aurions-nous pu éviter ce cauchemar. Soudain, mon téléphone vibra. Un numéro inconnu s'affichait. « Allô » dis-je en décrochant. « Mathieu, c'est Alain » dit une voix faible à l'autre bout du fil. Mon cœur fit un bond. « Alain. Tu es en vie ? Où es-tu ? » Je n'ai pas beaucoup de temps, dit-il, sa voix rauque. Ils m'ont tué. Mais je me suis échappé. Écoute, Victor, c'est pour vous. Il sait que vous avez les documents. Il envoie ses hommes pour vous retrouver. Une vague de panique m'envahit. Combien de temps avons-nous ? Pas longtemps. Vous devez partir. Maintenant. La ligne se coupa avant que je ne puisse en dire plus. Je courus dans la chambre, réveillant Élodie. On doit partir. Tout de suite. Quoi ? Pourquoi ? demanda-t-elle, encore à moitié endormie. Alain a appelé. Ils savent pour nous. Nous rassemblâmes rapidement nos affaires, prenant la mallette et tout ce que nous pouvions emporter. Je contactai Antoine pour lui dire de publier l'histoire immédiatement, mais il ne répondit pas. Quand nous sortîmes de la maison, une voiture noire était garée un peu plus loin, ses phares éteints. Ils sont déjà là, murmura Élodie, sa voix tremblante. Je l'attrapai par le bras et la tirai vers la voiture. Monte. Nous démarrâmes en trombe, les pneus crissant sur le gravier. Derrière nous, la voiture noire s'élança, ses phares s'allumant comme des projecteurs dans la nuit. Accroche-toi, dis-je, le volant serré entre mes mains. La course-poursuite qui s'ensuivit fut un véritable cauchemar. Les rues étroites de Rouen semblaient se refermer sur nous, chaque virage devenant une bataille pour rester en vie. Il se rapproche, cria Élodie. Je sais, répondis-je, mon cœur battant à tout rompre. Finalement, j'aperçus un pont qui traversait la Seine. Une idée folle me traversa l'esprit. Tiens-toi prête, dis-je. Je tournai brusquement, conduisant la voiture hors de la route et sur un chemin de halage. La voiture noire nous suivit, mais je savais qu'il ne s'attendait pas à ce que je freine brusquement et que je sorte de la voiture.
Nous sautâmes dans l'eau glacée de la Seine, le courant nous emportant loin du pont et des lumières de nos poursuivants. Quand nous atteignîmes finalement la rive, trempés et épuisés, je regardai Élodie et murmurai « Ce n'est pas fini. » Pas encore. L'eau glaciale de la Seine m'avait coupé le souffle. Élodie grelottait à côté de moi, ses vêtements trempés collant à sa peau, mais elle était vivante. Nous étions vivants. Pour l'instant. Je regardais autour de nous. Les rives étaient sombres, désertes, seulement éclairées par les lumières lointaines des quais de Rouen. Aucun signe de la voiture noire ou de nos poursuivants. Ils avaient peut-être cru que nous étions morts en sautant du pont. On doit bouger, murmurai-je à Élodie, la tirant doucement par le bras. Elle hocha la tête, trop épuisée pour parler. Nous longeâmes la rive jusqu'à trouver un escalier métallique qui menait à une petite rue déserte. Une fois en haut, j'attrapai mon téléphone, mes mains tremblantes d'eau et de froid. Antoine. Toujours aucune réponse. Mon inquiétude grandissait. Et si Victor avait déjà atteint le journaliste? Où allons-nous? Demanda Élodie, sa voix à peine audible. Je réfléchis rapidement. On doit trouver un endroit sûr pour se cacher. Juste le temps de se réchauffer et de réfléchir à ce qu'on fait ensuite. Nous traversâmes plusieurs rues jusqu'à tomber sur une vieille pension de famille, discrète et délabrée. Le genre d'endroit où personne ne poserait de questions. Le propriétaire, un vieil homme aux cheveux blancs et aux lunettes épaisses, nous jeta un regard curieux mais nous tendit une clé sans insister. Une fois dans la chambre, je verrouillai la porte et calai une chaise sous la poignée, juste par précaution. Élodie s'assit sur le lit, tremblante. « Mathieu, je suis désolée, murmura-t-elle. Je la regardai, fatiguée mais sincère. On reparlera des excuses plus tard. Pour l'instant, on doit survivre. Le lendemain matin, une vibration sur mon téléphone me réveilla. C'était un message d'un numéro inconnu. Antoine est en sécurité. Rencontre au garage sur la rue Sainte-Claire à 10 h. Venez seul. Je montrai le message à Élodie. Tu penses que c'est un piège? Elle haussa les épaules. Je ne sais pas. Mais si Antoine est en vie, il pourrait être notre dernière chance de faire tomber Victor. Je pris une profonde inspiration. Elle avait raison. Nous n'avions pas d'autre option. À 10 h précises, nous nous approchâmes du garage, une vieille station-service abandonnée. J'avais l'impression que chaque ombre était un piège, chaque bruit une menace. La porte du garage s'ouvrit, et Antoine apparut. Il avait l'air fatigué, une coupure récente sur la joue, mais il était là. « Entrez vite, dit-il. » Une fois à l'intérieur, il verrouilla la porte derrière nous. « J'ai eu de la visite hier soir, dit-il, en montrant son visage. Mais ils n'ont rien trouvé. J'ai déjà transmis une partie des documents à mes contacts dans la presse. Ça va sortir dans les prochaines heures. » Un soulagement immense m'envahit. « Alors c'est fini ?» Antoine secoua la tête. « Pas encore. Victor sait que vous êtes toujours en vie. Tant qu'il n'est pas arrêté, il vous traquera. »« Qu'est-ce qu'on peut faire ?» demanda Élodie. Antoine sortit un petit enregistreur vocal. « Vous avez des preuves, mais il manque une pièce maîtresse, un témoignage direct. Si vous racontez tout ce que vous savez, avec des détails, cela pourrait sceller son sort. » Je regardai Élodie. Elle hocha la tête, les larmes aux yeux. « Je le ferai. » Pendant plus d'1 heure, elle parla, décrivant tout, sa relation avec Marc, ses rencontres avec Victor, les menaces, les enveloppes, les dossiers. Chaque mot était un pas de plus vers la vérité, mais aussi un risque énorme. Antoine rangea l'enregistreur. Avec ça, il n'a aucune chance de s'en sortir. Mais maintenant, il faut vous mettre à l'abri. Où, demandai-je. J'ai un contact, une ancienne gendarme. Elle peut vous aider à disparaître le temps que tout cela se calme. Nous quittâmes le garage dans une voiture qu'Antoine avait préparée, une vieille Peugeot banale, parfaite pour passer inaperçue. Nous roulions depuis 1 heure quand je remarquai les phares d'une voiture derrière nous. « Je crois qu'on nous suit », murmurai-je. Élodie se tourna, ses yeux s'élargissant de panique. « Mathieu, c'est eux. » Je serrai le volant, le cœur battant à tout rompre. « Accroche-toi. » Je pris un virage brusque, quittant la route principale pour une série de chemins sinueux à travers la campagne. Mais la voiture derrière nous restait obstinément proche. « On ne va pas les semer comme ça, » dit Élodie, la voix tremblante. Une idée folle me traversa l'esprit.
Tu te rappelles l'usine abandonnée près de Saint-Julien? Elle hocha la tête. On va là-bas. L'usine était un labyrinthe de bâtiments en ruine, parfait pour perdre nos poursuivants. J'éteignis les phares en entrant, naviguant à l'aveugle dans l'obscurité. La voiture ennemie s'arrêta derrière nous, mais je savais que nous avions l'avantage. Je garai la voiture derrière un mur effondré et attrapai une barre de fer dans le coffre. « Reste ici, dis-je à Élodie. »« Mathieu, non, protesta-t-elle. Je dois les arrêter. Si je ne le fais pas, ils ne s'arrêteront jamais. » Je sortis, le cœur battant à tout rompre. Je pouvais entendre leurs voix, des ordres aboyés dans l'obscurité. Je me glissai derrière eux, retenant mon souffle. Quand l'un d'eux s'approcha trop près, je frappai, le mettant à terre. Mais les autres se retournèrent, et une lampe torche s'alluma, me révélant. Là. Attrapez-le. Je courus, les menant plus loin de la voiture où Élodie se cachait. Mon seul objectif était de les éloigner, de leur faire perdre du temps. Je courais à travers l'usine, le son de mes pas résonnant contre les murs délabrés. Derrière moi, les voix des hommes se rapprochaient. Leurs lampes torches balayaient l'obscurité, projetant des ombres qui dansaient sur les murs, rendant chaque instant plus oppressant. Je savais que je ne pouvais pas les semer indéfiniment. Mes jambes étaient lourdes, et mon souffle devenait de plus en plus court. Je devais trouver un moyen de me retourner contre eux, de les ralentir assez longtemps pour qu'Élodie puisse s'échapper. En entrant dans une grande salle où d'anciennes machines rouillaient dans l'ombre, je remarquai une pile de débris et de poutres métalliques surélevées par un échafaudage. Une idée me traversa l'esprit. Je grimpai silencieusement sur l'échafaudage, priant pour qu'il tienne. En haut, je me mis à genoux, ramassant une lourde pièce de métal que je calai contre un tas instable de poutres. Quelques secondes plus tard, les hommes entrèrent dans la pièce, éclairant chaque coin avec leurs lampes torches. « Il doit être là, je l'ai entendu, » dit l'un d'eux. Quand ils furent juste en dessous de moi, je poussai de toutes mes forces sur la pièce de métal. Le fracas fut assourdissant, les poutres et les débris s'effondrèrent dans un nuage de poussière, bloquant leur passage et les forçant à reculer. « Merde » cria l'un d'eux. « Par ici !» Je descendis de l'échafaudage de l'autre côté, m'éloignant rapidement. Je savais que ce ne serait qu'une question de minutes avant qu'ils ne reprennent ma trace. Je retrouvai Élodie, toujours cachée derrière la voiture. Ses yeux s'élargirent en me voyant arriver, le visage couvert de sueur et de poussière. « Ils sont toujours là ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. « Oui, mais je les ai ralentis. On doit partir maintenant. » Nous reprîmes la route à pied, avançant à travers les bois derrière l'usine. Les arbres nous offraient une couverture, mais chaque craquement de branches sous nos pieds semblait trahir notre présence. Finalement, nous atteignîmes une route secondaire. Au loin, des phares apparurent, mais cette fois, ce n'étaient pas ceux de nos poursuivants. Une vieille camionnette s'arrêta à notre hauteur, et le conducteur baissa la vitre. C'était Antoine. « Montez » dit-il simplement. Nous nous glissâmes à l'intérieur, et la camionnette reprit sa route. Antoine gardait les yeux fixés sur la route, son visage sombre. « Qu'est-ce que vous faites ici » demandai-je, encore essoufflé. « Je vous ai suivi » répondit-il. « Après votre message, j'ai compris que Victor ne vous laisserait pas tranquille. Vous avez de la chance que je sois arrivé avant eux. »« Tu as publié l'histoire » demanda Élodie, son ton anxieux. Antoine hocha la tête. « Tout est en ligne. Les documents, les enregistrements, tout. Cela fait déjà du bruit. Les journaux locaux relaient l'affaire, et quelques grands médias commencent à s'y intéresser. »« Alors c'est fini » demandai-je, espérant naïvement une réponse affirmative. Antoine serra les dents. « Pas encore. Victor a encore des hommes fidèles, et tant qu'il n'est pas arrêté, il fera tout pour se venger. Mais cela ne durera pas. La police est déjà sur ses traces. » Nous nous arrêtâmes dans une petite maison isolée, que Antoine appelait son « bureau secondaire ». L'endroit était rustique mais fonctionnel, avec des ordinateurs et des téléphones éparpillés sur une vieille table en bois. « Vous êtes en sécurité ici pour le moment » dit Antoine. « Combien de temps » demanda Élodie. Antoine haussa les épaules. « Jusqu'à ce que Victor tombe, ou qu'il trouve cet endroit. » Je me laissai tomber sur une chaise, épuisé. L'adrénaline s'estompait, laissant place à une fatigue écrasante. Mais une pensée persistait dans mon esprit. « Alain » murmurai-je. Antoine fronça les sourcils. « Alain.
il nous a appelés pour nous prévenir, expliquai-je. Mais il était blessé. Je ne sais pas où il est, ni s'il est toujours en vie. Antoine se passa une main sur le visage. J'ai entendu parler d'un homme correspondant à sa description. Il a été vu près d'un dispensaire clandestin en ville. Mais s'il est là, il ne tiendra pas longtemps. Je me levai d'un bond. Je dois aller le chercher. Tu es fou, intervint Élodie. C'est exactement ce que Victor attend. Alain a risqué sa vie pour nous, répliquai-je. Je ne peux pas l'abandonner. Antoine posa une main sur mon épaule. Si tu y vas, tu as besoin d'un plan. Et d'aide. Quelques heures plus tard, je me retrouvai dans une voiture banalisée avec Antoine, roulant en direction du dispensaire. L'endroit était situé dans un quartier pauvre, où personne ne posait trop de questions. Antoine gara la voiture à quelques rues de là. Je vais t'attendre ici. Si tu n'es pas de retour dans 30 minutes, je viens te chercher. Je hochai la tête et sortis, mon cœur battant à tout rompre. Le dispensaire était une petite bâtisse délabrée. À l'intérieur, l'air sentait le désinfectant et le métal. Une femme en blouse blanche me regarda avec méfiance. « Vous cherchez quelqu'un » demanda-t-elle. « Alain » répondis-je. « Il est blessé. On m'a dit qu'il pourrait être ici. » Elle hésita, puis fit signe de la tête. « Suivez-moi. » Elle me mena à une petite pièce à l'arrière. Alain était là, allongé sur un lit de fortune, le bras en écharpe et le visage marqué de coups. « Mathieu » murmura-t-il en me voyant. Je m'approchai, le cœur serré. « Alain, on va te sortir de là. » Il secoua la tête faiblement. « Non. Pas cette fois. »« Qu'est-ce que tu racontes ?» Il attrapa ma main, ses yeux brûlants d'une intensité que je n'avais jamais vue. « Victor sait que je t'ai aidé. Ils viennent pour moi, et si tu restes, ils te trouveront aussi. » Je voulais protester, mais avant que je puisse répondre, des voix s'élevèrent à l'extérieur. Ils étaient là. Les voix s'approchaient, et le bruit lourd des bottes sur le sol indiquait que Victor avait envoyé plusieurs hommes. Mon instinct me criait de fuir, mais je ne pouvais pas laisser Alain là, blessé et sans défense. « Ils viennent pour toi » murmura Alain, sa voix rauque et faible. « Tu dois partir. »« Je ne te laisse pas ici » répondis-je fermement, mon regard fouillant la pièce à la recherche d'une solution. La femme en blouse blanche entra, paniquée. « Vous devez partir par la porte arrière. Ils ne savent pas encore que vous êtes là. »« Et lui » demandai-je, en désignant Alain. Elle hésita. « Je peux le cacher, mais s'il fouille, je ne pourrai rien faire. » Alain posa sa main sur mon bras. « Mathieu, écoute-moi. Tu as des preuves contre Victor. Tu peux l'arrêter. Mais tu ne peux pas faire cela si tu es mort. Sauve-toi et termine ce que nous avons commencé. » Je secouai la tête, les larmes brouillant ma vision. « Je ne peux pas te laisser. »« Tu dois » insista-t-il, sa poigne se resserrant faiblement sur mon bras. La porte principale s'ouvrit brusquement, et les voix devinrent plus fortes. Je n'avais plus de choix. « Je reviendrai » murmurai-je, avant de me détourner et de suivre la femme à travers un couloir étroit menant à une sortie dérobée. Dehors, la nuit était froide et silencieuse, un contraste frappant avec le chaos qui régnait à l'intérieur du dispensaire. Antoine était toujours dans la voiture, le moteur allumé. « Où est Alain » demanda-t-il en me voyant courir vers lui. « Il est resté » répondis-je, essoufflé. « Ils sont là-dedans. » Antoine ne perdit pas de temps. Il appuya sur l'accélérateur, et la voiture s'éloigna rapidement du quartier. « S'il survit, il saura comment nous contacter » dit Antoine, comme s'il essayait de me rassurer. Mais je ne pouvais m'empêcher de penser à Alain, seul dans cette petite pièce, face à des hommes prêts à tout. De retour à la planque d'Antoine, nous retrouvâmes Élodie, qui bondit de sa chaise en me voyant entrer. « Où est Alain » demanda-t-elle immédiatement. Je secouai la tête, incapable de répondre. Elle comprit immédiatement, son visage se décomposant. « Et maintenant » demanda-t-elle après un moment de silence. Antoine alluma son ordinateur et montra un flux en direct de plusieurs sites d'information. Les preuves que nous avions fournies étaient partout. Des gros titres dénonçaient Victor Lemoine et son réseau. Un empire criminel démantelé, blanchiment, corruption et intimidation. La police agit déjà, dit Antoine. Mais cela prendra du temps avant qu'ils ne mettent la main sur Victor. Jusqu'à ce moment-là, vous devez rester invisible.
Élodie se tourna vers moi, ses yeux pleins de peur. Et si Victor nous trouve avant la police? Je pris une profonde inspiration. Alors nous le trouverons en premier. Antoine secoua la tête. Ce n'est pas votre combat, Mathieu. Vous avez déjà fait assez. Non, répondis-je fermement. Victor ne s'arrêtera pas tant qu'il ne sera pas arrêté ou mort. Je ne vais pas rester assis à attendre qu'il vienne frapper à ma porte. Le lendemain, Antoine reçut un appel d'un de ses contacts dans la police. Victor avait été aperçu dans une villa isolée en périphérie de la ville. Il semblait qu'il préparait sa fuite. C'est notre chance, dis-je, en serrant les poings. Antoine grogna. Tu veux vraiment affronter cet homme? Il a des soldats, des armes, et rien à perdre. Justement, répondis-je. C'est maintenant ou jamais. Antoine, à contre-séhur, accepta de m'aider. Élodie insista pour venir, mais je refusai catégoriquement. Tu es déjà allé trop loin, dis-je. Reste ici et sois en sécurité. Elle protesta, mais finalement, elle comprit. La villa de Victor ressemblait à une forteresse, entourée de hauts murs et de caméras de sécurité. Antoine et moi nous approchâmes à pied, utilisant la couverture de la nuit pour éviter les projecteurs. Il y aura au moins une dizaine d'hommes à l'intérieur, murmura Antoine. Alors, on s'infiltre discrètement, répondis-je, bien que mon plan s'arrêtât là. Nous escaladâmes un mur à l'arrière et tombâmes dans une petite cour. Des gardes patrouillaient, mais leur attention était ailleurs. Nous nous glissâmes dans la villa par une porte de service. L'intérieur était luxueux mais sombre, comme si la maison elle-même portait le poids des actes de Victor. Nous atteignîmes un bureau au 2e étage, où Victor se trouvait, un téléphone à la main, furieux. « Non, vous écoutez-moi. Je ne paierai pas pour vos erreurs, cria-t-il. C'était le moment. Antoine et moi entrâmes, nos armes levées. Victor nous regarda, surpris mais pas effrayé. Il posa lentement son téléphone et nous toisa. « Alors, vous êtes les mouches qui tournent autour de ma tête depuis tout ce temps, dit-il calmement. Votre empire est fini, Victor, dis-je. Vous allez payer pour tout ce que vous avez fait. Il sourit, un sourire froid et menaçant. Vous croyez que cela s'arrête avec moi? Vous ne comprenez rien. Coupez la tête du serpent, et 2 autres repousseront. Antoine fit un pas en avant. Peut-être. Mais ce soir, c'est votre tour. Avant que Victor ne puisse répondre, des bruits de pas retentirent derrière nous. Ces hommes étaient là. Ça va mal finir, murmura Antoine. Les bruits de pas se rapprochaient rapidement. Antoine et moi échangeâmes un regard, sachant que nous étions en infériorité numérique et mal positionnés. Mais fuir n'était plus une option. Victor, toujours assis derrière son bureau, avait l'air étrangement calme. Il croisa les bras, un sourire narquois sur le visage. « Vous êtes venu jusqu'ici pour mourir ?» Admirable, mais terriblement stupide. La porte derrière nous s'ouvrit brusquement, et 3 hommes armés entrèrent, leurs armes braquées sur nous. Antoine leva lentement les mains, me faisant signe de rester calme. « Posez vos armes, dit l'un des hommes, d'une voix froide. Je regardai Antoine, hésitant. Mais avant que je ne puisse faire quoi que ce soit, Victor leva une main pour arrêter ces hommes. « Non, attendez. Ces 2-là sont intéressants, dit-il, son-on presque amusé. Laissez-les parler. Peut-être qu'ils ont quelque chose à offrir. » Son calme me mit mal à l'aise, mais je saisis l'opportunité. « Votre empire est en train de s'écrouler, Victor, dis-je, essayant de garder ma voix ferme. Les preuves sont partout. La presse, la police, tout le monde sait ce que vous avez fait. » Il haussa un sourcil, mais son sourire ne disparut pas, et pourtant, je suis toujours ici, vivant et en contrôle. Vous voyez, jeune homme, ce que vous ne comprenez pas, c'est que le pouvoir ne dépend pas de la vérité. Il dépend de la peur. Et moi, je suis très bon pour faire peur. Pas cette fois, répondis-je. Vous ne pourrez pas intimider tout le monde. Pas après tout ce qui est sorti. Victor se leva lentement, contournant son bureau pour se tenir juste devant moi. Il était plus grand que je ne l'avais imaginé, sa présence presque écrasante. « Et toi, Mathieu, dit-il, en prononçant mon nom avec une familiarité déconcertante. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire tout cela? De la colère? De la vengeance? Ou est-ce simplement de la naïveté ?» Je le fixai, refusant de reculer.
Ce n'est pas pour moi. C'est pour tous ceux que vous avez détruits. Et pour ceux que vous continuez de menacer. Il éclata de rire, un rire froid et dénué de joie. Admirable, vraiment. Mais tu as fait une erreur. Tu aurais dû rester caché. Avant qu'il ne puisse donner un ordre, Antoine bougea. Il sortit un petit dispositif de sa poche et appuya sur un bouton. Une alarme stridente se mit à retentir dans tout le bâtiment. La police est en route, dit Antoine, son ton glacé. Victor perdit son sourire pour la première fois, et ses hommes échangèrent des regards nerveux. Vous mentez, cracha Victor. Antoine haussa les épaules. Essayez pour voir. Vous avez peut-être 10 minutes. Peut-être moins. Victor se tourna vers ses hommes. Trouvez où est cette alarme et coupez-la. 2 des hommes quittèrent la pièce en courant, laissant Victor avec un seul garde. Je profitai de la distraction pour attraper une lampe sur le bureau et la balancer violemment sur l'homme armé. Il tomba en arrière, son arme glissant au sol. Antoine plongea pour la ramasser tandis que Victor reculait, ses yeux flamboyants de rage. Vous allez le regretter, grogna-t-il, en cherchant désespérément une échappatoire. C'est fini, Victor, dit Antoine, pointant l'arme sur lui. Mais avant que nous puissions bouger, Victor bondit vers une porte latérale, disparaissant dans un couloir. Il ne doit pas s'échapper, criai-je, courant à sa suite. Le couloir était sombre et étroit, éclairé uniquement par des lampes vacillantes. Je pouvais entendre les pas lourds de Victor devant moi, mais il avait une longueur d'avance. Antoine me suivait de près, son souffle court. Fais attention, Mathieu. Il pourrait être armé. Nous débouchâmes dans un garage souterrain, où une voiture noire attendait avec le moteur allumé. Victor monta rapidement à l'intérieur, mais avant qu'il ne puisse partir, je ramassai une barre métallique et la lançai avec force sur le pare-brise. Le verre éclata, et le conducteur paniqua, coupant le moteur. Victor sortit de la voiture, furieux, mais avant qu'il ne puisse réagir, Antoine l'avait en joue. Pas de sortie cette fois, dit Antoine, essoufflé mais déterminé. Victor leva lentement les mains, son visage tordu de colère. Vous croyez vraiment que cela change quoi que ce soit? Même si je tombe, d'autres prendront ma place. Vous n'avez rien accompli. Je m'approchai, mon regard fixé sur lui. Peut-être. Mais au moins, vous ne pourrez plus nuire à personne. Des sirènes retentirent au loin, se rapprochant rapidement. Victor jeta un dernier regard autour de lui, comme un animal acculé. Mais cette fois, il n'y avait pas d'échappatoire. Quelques minutes plus tard, la police arriva, encerclant le bâtiment. Victor fut menotté et emmené, hurlant des menaces jusqu'au bout. Antoine et moi restâmes là, silencieux, regardant la scène. C'est fini, murmura-t-il finalement. Je hochai la tête, sentant un poids énorme se lever de mes épaules. Mais une part de moi savait que ce n'était pas vraiment la fin. Les blessures que Victor avait infligées, les vies qu'il avait brisées, mettraient des années à guérir. Quand je retournai à la planque, Élodie m'attendait, les yeux rougis par l'inquiétude. Elle se jeta dans mes bras, tremblant de soulagement. « Tu es revenu, murmura-t-elle. »« C'est fini, répondis-je, la serrant contre moi. Pour la première fois depuis des mois, je sentis un semblant de paix. Au revoir.